pour moi, le modèle de la galerie va être complètement, désolé de trouver le terme, mais disrupté par les NFT, parce qu'en fait, t'as plus besoin de galeries. Les galeries vont être obligées de se réinventer. Elles vont prendre d'autres formes, elles vont travailler différemment avec les artistes et les collectionneurs. Et par contre, là où il y a des besoins, c'est côté curation, c'est côté sélection. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une telle profusion d'art NFT, crypto, PFP, art génératif. Du coup, effectivement, les newsletters, les curateurs, les art advisors, là, pour le coup, ils vont avoir un job en rêve dans les prochains mois. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors nous y voilà sur cet épisode qui nous a fait remonter d'ailleurs quelques années en arrière, parce qu'en fait quand j'ai écrit à Jean-Michel, j'ai découvert que j'avais échangé avec lui en 2019 pour enregistrer un épisode avec Éric Larchevêque. C'est ça, je crois. Exactement, ouais. Mathieu. Donc on a retrouvé nos premiers échanges qui datent d'il y a bien longtemps. Je suis ravi, salut Jean-Michel, je suis ravi de te recevoir. Également, merci beaucoup Mathieu de m'avoir avec vous aujourd'hui. Tu peux me tutoyer si tu veux. Hein. Alors avec vous, tu parlais peut-être de tout le monde. De tout le monde, mais je te tutoierai et je verrai les auditeurs et les auditrices. Et je suis très content pour plein de raisons. Parce que déjà, tu es un gros expert de la blockchain quand même. Tu es un gros promoteur des NFT, parce que dans notre échange initial, j'avais noté quand même que tu penses que les NFT pourraient faire un takeover sur la crypto, donc vraiment prendre le dessus sur la crypto et devenir vraiment l'usage majeur des blockchains, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Je pense que c'est pour l'instant un sous-segment entre guillemets des crypto-actifs, mais que ça a le potentiel de devenir tellement énorme dans les 10 années à venir que peut-être que les crypto-actifs, bien sûr, continueront à exister et à se développer, mais que les NFT vont devenir une catégorie à part entière, monstrueuse. Alors, en préambule, parce que tu vois, je te vois direct rentrer les deux pieds dans le plat. Pour tous ceux qui seraient pas hyper familiers aux NFT, à la crypto, on a fait quelques épisodes auparavant sur la martingale. J'en recommande un particulièrement avec John Karp, que tu connais bien. Très bien. Qu'on embrasse. Un des grands experts. Qui a son podcast NFT Morning que vous pouvez écouter aussi si tout ça vous intéresse, et qui est une mine d'or. Une mine de crypto, on devrait dire maintenant. Et donc voilà, dans cet épisode qui date de novembre 2021, on explique en détail la dynamique derrière. Donc là aujourd'hui, avec Jean-Michel, l'idée est pas d'expliquer en détail comment tout ça fonctionne, même si on va revenir sur certains détails techniques, notamment sur les sous-jacents, c'est-à-dire les cryptos qui sont en dessous sur lesquels sont supportés les NFT, les protocoles. Les protocoles, en particulier Ethereum et Tezos par exemple. Mais avant ça, l'idée c'est plus de comprendre pour moi comment et qu'est-ce que je peux acheter comme NFT. Parce que depuis que j'ai tourné cet épisode avec John, je suis full, je suis à donf, etc. Je trouve ça super, j'ai envie de sauter partout. J'ai créé des NFT. Ce que je t'ai pas dit, c'est que tu vois, on a envoyé un truc, je te montrerai ça après, mais on a créé des NFT aussi pour faire les vœux de nos clients. C'est super. Et tu vois, on a essayé d'être assez créatif là-dessus, et l'idée, c'est de leur envoyer une carte de vœux papier avec un NFT à télécharger, toute la dynamique pour les mettre pour les faire déjà ouvrir un wallet Tezos, et puis ensuite leur faire télécharger, leur envoyer le NFT, et ils reçoivent un mot qui est un vœu. Donc dans les vœux, tu vas avoir santé, bonheur, tu vois, je sais pas moi, réussite, succès, etc. Puis on a pris 200 mots comme ça, et puis à chacun de nos clients a un mot de la part de Cosa Vostra pour 2022. C'est cool, non? Ah, c'est super. C'est une super initiative. Avec une belle créa, etc. Tout est cool. Bon. Et donc, je sais en créer. J'en avais créé aussi ici. Je teste des choses, etc. J'en avais créé pour un petit déj. Mais je sais pas en acheter. Enfin, techniquement, je sais en acheter, évidemment. D'ailleurs, on va quand même revenir sur ce point. Mais je sais pas quoi acheter. Et tu vois, je vois en fait
plein de nouveaux trucs où chacun va faire 10 000 pandas, 10 000 girafes, 10 000... alors punk, je pense qu'il y en a différentes versions. T'as les CryptoPunk, puis tu dois avoir 400 000 tu vois, régression du CryptoPunk. Et moi, je suis là, je regarde tout ça. Il y a des tas de trucs que je trouve assez kiffants. Mais entre les trucs kiffants, qui sont des énormes scams, où en fait, je sais pas, mais juste c'est bien, mais enfin, c'est comme acheter une carte postale dans une boulangerie, pas une boulangerie, mais une carterie, soit, et les trucs un peu plus cool, tu vois, et en effet, j'en ai parlé ici aussi, de Damien Hirst, qui était le premier NFT que j'ai acheté, malheureusement pour le compte de mon beau-frère, où j'ai voulu avoir des JR, des choses comme ça. Là, je comprends des grands noms, mais voilà, donc c'est le propos de l'épisode. C'est de combien ? C'est super. On y va ? On y va. Alors, pour juste poser les bases et comprendre, toi, t'en as quand même un bon paquet. Tu m'as envoyé, et on pourra les partager aussi, quelques adresses de wallet. Comme ça, on peut voir ce que tu collectionnes. Quand est-ce que tu as commencé ça ? Et avec quoi ? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es rentré dans ce game du NFT ? Ouais, avec plaisir. Donc, en fait, la particularité, c'est que j'ai la chance, effectivement, de travailler chez Ledger depuis 5 ans maintenant. Je ne l'ai pas précisé, je crois, pardon. Tu es Chief of Staff de Ledger. Chief of Staff de chez Ledger, ouais. Voilà, et Ledger, vous ne les connaissez peut-être pas ou peut-être. Et on y reviendra tout à l'heure parce qu'il faut qu'on l'explique. J'ai pas de Ledger encore, il faut qu'on corrige ça. Ah bah oui. Mais c'est un device... En fait, c'est un système physique, ce qu'on appelle... Alors, quand on dit un Ledger, c'est devenu un peu comme un frigidaire, c'est devenu un terme générique maintenant, c'est assez amusant. C'est en fait une format de clé USB, mais par contre qui est très important parce que la technologie qu'il y a dedans est très puissante et en fait ça permet de protéger ces clés de signature pour accéder à ces fameuses adresses. C'est-à-dire que quand vous avez du Bitcoin, de l'Ethereum, du Tezos, en fait la seule chose que vous avez c'est une clé qui vous donne accès à l'adresse sur laquelle il y a un Bitcoin, 2 Bitcoins, 3 Ether, etc. Et donc c'est cette clé qu'on protège et c'est ce qu'on fait très bien depuis maintenant 7 ans. Mais on fait aussi beaucoup d'autres choses puisque maintenant on permet effectivement avec ces devices qui sont vraiment le coffre-fort en fait numérique des personnes qui investissent dans les cryptos et les NFT, on fait aussi toute la couche par-dessus de plateformes qui permet ensuite de pouvoir interagir. C'est très bien de les protéger, mais ensuite il faut interagir. Donc moi c'est une longue introduction pour expliquer que je viens de la technologie, entre guillemets blockchain, notamment sur la dimension sécurité et infrastructure. Et de l'autre côté, depuis assez longtemps dans ma vie personnelle, j'ai une passion pour l'art contemporain, notamment la photo et le street art. Et finalement, mes deux mondes se sont rejoints il y a à peu près 2-3 ans, 4 ans, quand les NFT ont été créés, on va dire. Donc techniquement, les NFT, ça a été créé en 2017. Quand on reprend, après il y a un petit peu débat, mais le premier protocole ERC 721, qui était une version particulière d'Ethereum, dédiée justement à avoir des actifs uniques, et donc ce qu'on appelle non fongibles. Non fongible, ça veut dire que un token n'est pas le même que l'autre, alors qu'aujourd'hui un bitcoin est pareil qu'un autre bitcoin, ou dans la vie plus classique, un dollar est égal à $1. Et donc ça, c'est quand on parle de fongibilité, c'est qu'un actif peut remplacer un autre, alors que dans les NFT, la particularité de ces protocoles, c'est qu'un token n'est pas égal à l'autre. Il a des caractéristiques particulières, et on va peut-être y revenir par la suite. Alors ça veut dire quoi, juste sur ce point très précis, si... je vais prendre une litho, ok ? Je sais pas si on peut l'appliquer à ce monde physique, mais donc souvent tu vas avoir une photographie. Je vais prendre JR par exemple. Soit tu as une photographie de JR, et donc elle est en souvent très peu d'exemplaires, 5 ou 10 par exemple. Je crois qu'il y a un nombre maximum, voilà. Et après, tu as les lithos qui sont des reproductions, pas forcément... Alors, elles peuvent être signées de temps en temps, mais qui sont pas vraiment... voilà. Alors, ce sont pas exactement les mêmes tirages, généralement. Donc, dans le monde... Alors, c'est un peu plus amusant que tu parles de JR, parce qu'il y a plein de sujets avec lui, puisqu'il a fait ses premiers NFT il y a quelques mois maintenant. Je crois que c'était en octobre ou novembre. Mais l'exemple de la photo est le bon exemple. C'est-à-dire que, en fait, quand tu fais un NFT... Tu décides effectivement quand tu l'édites, quand tu le mint, le terme minting en anglais qui vient du minting, de comment tu imprimes des billets ou des pièces, comment tu bats de monnaie. Donc le minting d'un NFT, tu as le choix au moment du minting de dire ok, il y en a un seul, ou il y en aura 10, ou il y en aura 100, il y en aura 10 000.
Et ça, c'est à ce moment-là, effectivement, que tu vas générer en fait autant de tokens sur la base du premier. Tu auras 10 000 NFT, par exemple, dans un contexte de photos de profil qu'on voit beaucoup avec les pandas ou les singes qui sont assez connus aujourd'hui. Mais effectivement, c'est toi qui décides en tant que l'émetteur, le créateur, à l'origine, si tu en fais 1, si tu en fais 10, si tu en fais 100, tu en fais 10 000. Mais quand on fait par exemple, je prends les Bored Ape ou des choses comme ça. Donc Bored Ape, c'est les Ape, c'est ce qu'on dit. Bored, c'est ennuyé. Alors Bored Ape Yacht Club, effectivement, c'est les NFT aujourd'hui les plus connus de ce qu'on appelle les PFP, c'est les photos de profil personnel, PFP en anglais. Et effectivement, Bored, ça veut dire ennuyé. Ape, c'est singe, Yacht Club, et en fait, je crois qu'à l'origine, c'était parce que c'était des jeunes qui trouvaient que les personnes qui étaient très riches dans les Yacht Clubs aux États-Unis étaient plutôt des gens ennuyés et ennuyeux, et un peu pour s'amuser un peu du phénomène, se sont dit on va créer un club un peu de genre de choses, ce qu'on pourrait dans le futur si jamais un jour on est très riche, mais dans très longtemps, et voilà, donc je pense que c'est l'anecdote qui vient de là. D'accord, mais alors très bien, c'est fun, et c'est vrai que c'est ça, cette culture qui nous plaît en fait, tu vois, je suis d'accord, quand tu connais le fondamental derrière, c'est intéressant. Si je vais sur la technique, chaque Bored Ape, donc on va avoir un singe, il y en a un qui va avoir des lunettes comme ça, l'autre un chapeau comme ça, ils ont tous l'air de s'ennuyer. C'est toujours la même, ils peuvent être d'un côté ou de l'autre, mais c'est toujours quasiment, tu vois, le même oreille, le même pic, enfin, il y a des modifications sur chacun, mais il n'y en a pas un qui est fait en 10 000 exemplaires. Non. Chacun est fait une fois. Chacun est différent. En revanche, et on revient après sur les Bored Ape, mais tu peux aussi dire cette photo ou celui-là, je le fais en 10 000 exemplaires. Alors, non, pas justement, en fait, parce que là, ils ont décidé de générer en fait 10 000 éditions avec chacun un attribut particulier. Ouais. Et effectivement, il y a aucun ape n'exacte exactement le même que l'autre. D'accord. Et là, pour le coup, effectivement, en fait, chaque token qui est émis, chaque ape est égal à un token, et chaque token est unique finalement. Okay. Même s'il fait partie d'une grande famille qui a été générée automatiquement par un algorithme, chaque token est spécifique. Okay. Alors que, effectivement, ce qui va se passer, enfin, de toute façon, tu auras toujours un token, même si tu as une série de 100, admettons qu'on prend une photo là dans ton studio, forcément les auditrices et les auditeurs peuvent le voir, mais on a une très belle photo d'un circuit imprimé, par exemple. Enfin, ou non, on dirait une ville, mais circuit imprimé. Ouais. Bon, moi, tu vois, on voit que je suis tech parce que du coup, je vois le circuit imprimé, peut-être que tous les autres voient une ville, voilà. C'est clair. Bon, donc vraiment, c'est amusant. Et donc, on peut prendre cette image, on peut la minter ensemble, et ensuite, on peut en créer 10 exemplaires. Et ça veut dire qu'on va avoir 10 tokens chacun qui reprendra cette image en particulier, qui ira reprendre l'image originelle, mais sans aucune variation. Et donc, par contre, la série va s'appeler 1 sur 10, enfin 10 sur 10. Ok, oui, c'est ça, il y en aura 10. Voilà. Comme l'exemple que tu as pris des lithographies tout à l'heure. Des lithographies. Ouais. Et alors, il y a une possibilité aussi, je vais juste rendre hommage à cet article qui s'appelle Nicolas Delay. Oui. Et puis, scène numéro 1, je mettrai le lien, mais c'est vraiment très cool ce qu'il fait. Et il y a aussi des artistes, du coup, qui vont prendre cette photo et qui vont la diviser en 10 et te vendre un bout de la photo. C'est ce qu'avait fait JR. Ce qu'avait fait JR, tout à fait, avec la pyramide de Gizeh, qui était donc son projet, et où il a pris, je ne sais plus, est-ce qu'il y avait 4000 ou quelque chose comme ça, 4000 petits morceaux, ce qui veut dire qu'à la fin, on a tous moi j'ai eu la chance, effectivement, d'en avoir un, parce qu'effectivement, il y avait une grosse demande, et donc il a été obligé de faire je ne sais plus, c'est un tirage au sort, où je crois qu'il est allé voir les wallets, justement, des gens qui demandaient à en acheter, et qu'il avait choisi un peu ces wallets. Mais donc, effectivement, je me retrouve avec fondamentalement quelques pixels, en fait. Donc ça veut dire que quand je le regarde, d'un point de vue artistique, c'est pas hyper joli parce que fondamentalement c'est une succession de pixels. Bon, même si on peut des fois trouver de la beauté dans ces choses-là. En revanche, c'est vrai que je vais pas le mettre en fond visuel sur mon téléphone comme beaucoup de gens font aujourd'hui en mettant en fond visuel une photo de son chien, de son chat, de son enfant ou d'une belle photo qu'il a vue dans un bureau. Là, la dynamique, c'est plus de dire je suis un copropriétaire de l'œuvre, en fait, c'est ça, hein, donc avec mes petits pixels, mais voilà. C'est vraiment la notion, effectivement, de fragmentation, finalement, d'une œuvre unique, et d'en être copropriétaire avec des milliers d'autres. Il y a aussi le sentiment, parfois, de communauté, qui est aussi important. Il y a le côté copropriétaire d'une œuvre, oui, mais il y a aussi l'impression de faire partie de quelque chose, et pour revenir au Bored Ape, qui, pour l'instant, est probablement le projet dans les NFT qui a réussi le plus ça, l'aspect communautaire est très très fort. Je regarde encore ce week-end
sur leur Insta et sur leur Twitter, ils repostent des photos de gens qui se marient, qui sont mariés ce week-end par exemple, qui ont un Bored Ape et qui ont du coup sont pris en photo avec leurs photos, qui ont imprimé en gros leur ape en particulier, et ils ont bien sûr tagué la communauté, et toute la communauté les a félicités. Enfin, il y a un côté vraiment communautaire très fort derrière les NFT, et notamment sur ces photos de profil. C'est énorme. Est-ce qu'on peut définir des grandes familles, justement? Alors, il y a par exemple donc les CryptoPunks et les Bored Ape, on est sur la même typologie de famille, je pense. Donc, vas-y, je t'en prie. Non, mais du coup, effectivement, les principales familles, effectivement, pour les schématiser, hein, les puristes me pardonneront si j'en oublie, mais on va dire que la première famille qu'on connaît, effectivement, ce qu'on appelle les PFP, donc les photos de profil personnels avec des images, donc les Ape, les CryptoPunks, qui étaient techniquement les premiers en juillet 2017 à être créés. Ensuite, il y a eu les Bored Ape, enfin il y en a eu plein d'autres, mais dans les plus connus, on va dire que c'est les deux familles les plus connues. Donc il y a cette catégorie. Ensuite, il y a une catégorie qui est plutôt ce qu'on appelle le crypto art. Le crypto art, c'est quoi? C'est effectivement des artistes qui sont nativement issus du monde digital et qui soit vont utiliser uniquement les outils digitaux pour faire de l'art crypto entre guillemets, mais surtout qui vont beaucoup faire de références au milieu crypto. C'est-à-dire qu'ils vont souvent intégrer des éléments de narratif, soit des éléments visuels, montrer le sigle de Bitcoin ou Ethereum, ou faire des références à des gens connus de l'écosystème, comme Vitalik Buterin, un des cofondateurs d'Ethereum, ou représenter Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Donc c'est le crypto art. Qui est très nativement digital et très très récent en fait, puisque c'est la plupart des artistes, c'est des artistes qui sont entre 5 et 10 ans, mais pas beaucoup plus d'existence de leurs œuvres. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est moi une des catégories que j'aime beaucoup, qui est la NFT photo. Donc les photos sur NFT, qui est un sujet qu'on pourra discuter si ça t'intéresse, Mathieu, parce que je le connais un petit peu et j'y suis vraiment, je m'y suis plongé très fortement, notamment sur les 2 ou 3 derniers mois. Je suis très très sensible à la photo aussi et au street art, du coup je partage ça avec toi. On va en parler. Et après il y a tout ce qui est art génératif, art généré par intelligence artificielle aussi, qui est une grande catégorie très importante, parce que comme les NFT sont par construction des supports, des médiums numériques digitaux, ça veut dire que on peut plus facilement les montrer dans un contexte numérique, donc sur un ordinateur, sur un écran de télé ou autre, et surtout la production peut bouger, alors qu'une photo ou des choses comme ça, il faut que ce soit fixe. Là, on peut aller sur des choses qui bougent, et puis surtout, on peut faire travailler un ordinateur derrière. Donc tout ce qui est art génératif et intelligence artificielle pour créer des œuvres crypto, c'est aussi un gros courant qui est assez puissant aujourd'hui et qui se développe beaucoup, parce que c'est là où il y a énormément de créativité. Donc ça, c'est peut-être le 3e courant. 4e courant, attendez, parce que PFP... crypto art, NFT photo, voilà, art génératif, c'est 4e. Et j'en oublie probablement... Après, il y a tout ce qui va suivre, c'est plutôt tout ce qui est des accessoires, entre guillemets. Donc c'est tout ce qui est gaming, metaverse, toutes ces familles-là qui sont un peu... qui sont très importantes aujourd'hui, qui commencent à se développer. Par exemple, on peut parler des Land qu'on achète aujourd'hui sur The Sandbox, qui est une des grandes plateformes de metaverse, de monde entre guillemets virtuel. Donc c'est plutôt un accessoire, ou c'est et on peut discuter de quelle famille ça appartient, mais pour moi je le mettrais plutôt dans la gamme effectivement gaming, accessoires, metaverse. Oui, parce qu'en fait alors je viendrai après, d'ailleurs je reviendrai dans le détail, on va peut-être pas tous les détailler dans le, quoique j'aimerais bien, mais tu fais une différence entre le PFP et l'art génératif. Enfin, en tout cas, les CryptoPunks et les Bored Apes font partie de l'art généraliste. Ils ont été créés par une intelligence artificielle ou ils ont été faits individuellement? Non, mais c'est une très bonne question, parce que je suis allé un peu vite. Donc vraiment le côté photo de profil, c'est des sujets communautaires où il y en a avoir 100, 200, 1000, 10 000. En général, c'est plutôt 10 000, un peu le chiffre... plutôt le nombre cardinal, et en fait, quelle que soit la façon dont tu le génères, parce que forcément pour pouvoir générer 10 000 PFP, que ce soit les Ape ou les Punks, il faut passer par un ordinateur qui va lui-même générer automatiquement. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On va coder en fait un petit programme dans lequel on va entrer un certain nombre d'attributs. On va dire voilà, il faut que le singe il ait les yeux qui tournent vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas, il ferme la bouche, il a un casque sur les oreilles, il fume
fume la cigarette, ou je ne sais quoi, et on rentre en fait tous les attributs, et puis après l'ordinateur va lui-même générer ces différentes entités, versions, ouais. Et voilà. Et donc, mais après le côté génératif par ordinateur et le moyen, ce n'est pas la fin. Tandis que sur la gamme, sur la famille, la catégorie d'art génératif et généré par ordinateur, c'est vraiment la création de l'œuvre. On le voit en fait, on devine, enfin c'est pas qu'on le devine, on comprend que c'est quelque chose qui est généré par un ordinateur et finalement l'humain presque n'a pas cadré, parce que quand même l'ordinateur dans le contexte des PFP dont j'ai parlé, il est quand même contraint, il évolue dans un domaine très particulier, il n'y a pas beaucoup de créativité, tandis que dans l'art génératif, vraiment l'artiste devient l'ordinateur ou devient l'intelligence artificielle. C'est fou. Ouais. C'est fou parce que du coup, ça veut dire qu'on donne de la valeur à un artiste qui est une machine. Exactement. Et donc, ça amène à se poser des questions. Parce que j'étais il y a une semaine dans un événement où il y avait justement un artiste qui a codé en fait un ordinateur pour comprendre sa façon de dessiner et qui du coup maintenant l'ordinateur lui-même en fait t'as plein de vidéos, enfin t'as plein de caméras qui te prennent en direct et qui t'as un bras armé un petit peu comme on a le micro aujourd'hui là qui en fait dessine en direct. Il te dessine avec une patte, ce qu'on appelle une signature un peu spécifique, qui est plutôt celle de l'artiste à l'origine, mais comme lui-même va évoluer dans sa vie d'artiste, demain l'artiste va se séparer finalement de son ordinateur. Ouais, exactement, ils vont forquer. Et à la fois, c'est vrai que c'est bizarre, tu vois, t'écoutes ça, si t'es pas un peu enclin à vouloir le comprendre, tu dis c'est totalement what the fuck ce qu'ils racontent Mathieu et Jean-Michel, ils sont sympas mais tu vois c'est n'importe quoi. Et si je le projette sur une musique, on pourrait dire même pourquoi pas un jour un film, hein, tu vois. Mais si j'écoute une musique créée par un ordinateur et qu'elle me plaît, je m'en fous qu'elle soit. En fait, tu peux dire voilà. Donc et ça c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de musique composée par des ordinateurs. On s'en rend pas bien compte, mais qui nous plaisent quoi. Et tu pourrais le projeter, le pousser très fort jusqu'à je sais pas, peut-être dans 10 ans, 15 ans, des films entiers générés par des machines quoi. Probablement, il y a pas mal effectivement de choses dans l'intelligence artificielle avec tout ce qui est GPT-3, etc. Tous les langages automatiques de génération d'histoire et d'images, oui, c'est clair qu'on n'est pas à l'abri que ça arrive assez rapidement et peut-être même plus vite que ce qu'on le dit. C'est cela dit un peu difficile, si je dois pousser un peu plus loin ce raisonnement. En fait, un artiste, une œuvre, un artiste et son œuvre, il a notamment une vie finie. Tu vois, il a un nombre d'œuvres, un temps de travail, une évolution par rapport à ce qu'il vit, ses sentiments, etc., qui est quand même autre chose qu'une machine. Que j'imagine que la conception intellectuelle de juste, entre guillemets, le truc parce que c'est beau et que ça m'émeut, a peut-être... on peut considérer moins de valeur, je sais pas. Ah, c'est presque philosophique, là. Donc. Ouais, t'as raison. Bon, alors, je reprends. PFP. Donc les profile pictures. PFP, c'est l'acronyme de. C'est personal photo profile. Ok, photo avec un. Ouais, avec un F, je pense. Ouais. Bon, on vérifiera. Ouais. Crypto art, NFT photo, art génératif, accessoires. Donc on a dans le gaming, ça peut être les Nike que t'achètes, là, cette boîte qu'ils ont racheté. Tu peux acheter des landes, tu peux acheter des maisons, tu peux acheter des tas de choses. Tu peux, voilà. Si je dois prendre donc les NFT photos, un JR, tu vas le mettre là-dedans. Ah oui. Ok. Ouais. Donc ce qu'on a vu, JR, on mettra les liens, mais voilà, c'est cette photo qui était coupée donc donc c'est Gizeh, comment elle s'appelait ? C'est la pyramide de Gizeh, je crois. Ouais, la pyramide de Gizeh, voilà. Superbe œuvre, hein, d'ailleurs. Enfin, de manière très subjective. Damien Hirst, je le mets où là-dedans ? Alors c'est encore un des premiers dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi je parle de ça et où est-ce que je le mets ? C'est que la dynamique que vous compreniez, et après tu vas m'expliquer comment toi tu achètes et comment on y va, mais je voulais reposer les bases. Damien Hirst, en fait, tu participais un peu comme sur ce que tu disais JR, il y avait beaucoup de demandes, peu d'offres, enfin peu d'offres, c'est peut-être quelques milliers, mais bon, c'est déjà beaucoup. C'est un artiste monstrueusement connu dans le monde entier, dans l'art contemporain. Et en gros, tu devais être sélectionné aussi, soit par rapport à ce que tu avais, soit par rapport à, je sais pas, bon bref. Si tu es sélectionné, tu pouvais acheter le NFT et le NFT te donne droit à soit garder le NFT si je dis pas de conneries,
ou recevoir une œuvre physique, un tout petit, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui disent, il y a même pas de sujet, je vais prendre l'œuvre physique, tu vois, ce qui est pas si simple, parce que les NFT, le prix des NFT s'est envolé aussi sur des miners. On le met dans quelle catégorie celui-là? Encore autre chose? Non, je pense qu'on pourrait le mettre dans génératif peut-être, parce qu'il me semble qu'il y avait quand même une côté production. Alors, je connais le projet, je suis pas l'expert absolu, mais effectivement, il me semble que ça a été généré quand même par une machine. D'accord. À vérifier. Les experts me critiqueront probablement si j'ai tort. D'accord. Donc, tu vois, il y a un univers assez vaste. Il y a des gens, j'imagine, qui sont très spécialisés juste sur l'un sur l'autre. Et ce qui est difficile, c'est que tu prends l'art génératif, donc c'est batch de production par 10 000. J'ai quand même l'impression que tu as 3000 margoulins par jour qui te produisent 10 000 boards, je sais pas quoi, et machin panda, et trucs flamants roses, et qu'en fait, moi je sais pas lequel acheter, je sais pas ni comment, c'est bien joli, tu vois, je parlais de cartes postales tout à l'heure, mais comment on rentre du coup dans ce game? Voilà. Alors, je vais t'expliquer, mais juste avant, je vais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est très important de dire que, encore une fois, les PFP, c'est la finalité, c'est le côté petite photo de profil. Après, qu'elles aient été générées automatiquement ou pas, on s'en fiche un petit peu. Donc moi j'aimerais bien vraiment garder l'art génératif à part et dire l'art génératif c'est une catégorie à part entière, et vraiment la finalité de l'art génératif c'est de produire une œuvre vraiment unique ou pas, mais sur base de, où on sait et on voit, et c'est l'objectif fondamental que ce soit généré par ordinateur. Finalement, des PFP, des fois, tu as des personnes compris, des personnes dans des pays ou même leurs enfants ou je sais pas quoi, et ils ont fait des dessins, ils en ont fait 100, 200, 300 eux-mêmes, de façon un peu rapide, on va dire, parfois, vu le rendu visuel. Donc c'est important d'avoir ça. Maintenant, comment est-ce qu'on rentre effectivement sur les NFT, et notamment sur ces photos de profil, ces PFP, pardon, c'est effectivement assez compliqué, parce qu'en fait, on se retrouve face en fait à un éventail de possibilités qui est gigantesque, puisque fondamentalement, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas encore complètement... C'est très nouveau, hein, c'est quelque chose qui techniquement qui existe depuis 4 ans, mais en pratique, ça fait depuis 1 an et demi maximum que ça s'est développé. Même les apes ou les punks, c'était des choses qui valaient pas grand-chose au début, et aujourd'hui, ça vaut des fortunes. Et encore, je crois, ce week-end, Justin Bieber qui en aurait acheté un board ape à 500 Ethers, ce qui doit faire, je sais pas, 1 million et quelques de dollars aujourd'hui. Donc voilà, ça commence à être des choses qui valent assez cher. Et donc, comment tu choisis? C'est assez compliqué, parce qu'il y a une offre pléthorique. Alors, ma vision, malheureusement, et ça fait pas mal de temps que je le dis, et pour l'instant, je n'ai pas complètement tort, c'est que probablement que 98% de ces choses-là ne vont pas survivre et ne vont pas continuer à exister dans 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que le NFT existera toujours? Alors, techniquement, il existera, mais il vaudra zéro. Il vaudra rien, parce que, en fait, qu'est-ce qui vaut dans ces PFP, encore une fois, pour se concentrer là-dessus, c'est la force de la communauté qu'il y a derrière. C'est le côté statutaire. Justement, pourquoi je parle de Bieber, pourquoi lui-même est rentré, parce que y a plein de gens qui sont connus, des basketteurs, des footballeurs américains, des acteurs, des actrices qui l'ont acheté. Ça devient, comme il y a un nombre limité, parce que pour le coup, la blockchain garantit qu'il n'y en a pas plus que 10 000 par exemple, donc ça veut dire que tu l'as ou tu l'as pas. Et donc forcément, un peu comme des gens qui ont des belles voitures de sport ou des belles montres, ou je sais pas, il y a un côté statutaire là-dessus très fort. Et donc c'est ce qui se passe notamment pour ces PFP. Mais après, donc tu as le côté statutaire, tu as le côté communautaire, c'est-à-dire que derrière, il faut avoir une communauté à la fois des gens qui en ont, mais des gens qui veulent en avoir, qui trouvent un point commun, et qui se trouvent un point commun grâce à cette chose, et qui du coup se rejoignent, des gens dans le monde entier, de confessions différentes, de nationalités différentes, de tout ce qu'on veut différent, mais qui ont leur point commun, c'est l'appartenance à ce groupe, un petit peu comme tu as des groupes de supporters, des choses comme ça. Alors là, je vais parler du PFP, mais c'est valable, j'imagine, pour les autres aussi. Si je pousse encore toujours ce comparable à l'art ou à l'art plus traditionnel, finalement, le nombre d'œuvres d'art de Picasso, il y en a un nombre fini, mettons 10 000 par hasard, tu vois. Et puis, il y en a qui valent plus que d'autres, alors que potentiellement, il les a fait le même jour et elles se ressemblent un peu. Mais en fait, il y en a une qui a peut-être appartenu à Justin Bieber. Enfin, non, mais au Justin Bieber d'il y a 20 ans. Donc, par exemple, j'imagine que ce NFT qu'il aurait acheté pourrait valoir plus que les autres juste parce qu'il a appartenu à Justin Bieber à un moment. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, il y a un peu un débat parce que comme dans l'occurrence ces PFP, elles ont des caractéristiques, des attributs, ce qu'on appelle, où tu peux vraiment faire des statistiques simples pour te dire, voilà, ce hype avec cette lunette, ces machins. Il y en a un par construction, mais surtout en termes de rareté, il représente, je sais pas, 0,5%. Tous les hypes ont cette caractéristique-là.
Bon, et ben ça n'empêche qu'effectivement, si tu as un hype qui a été possédé par Bieber avant ou nos célébrités, probablement que l'autre vaudra plus cher. Parce que du coup, le nouveau propriétaire va valoriser plus le fait que ce hype est célèbre par rapport à un autre qui le sera moins, le propriétaire d'avant. Donc c'est un élément qui rentre en compte et qui est possible grâce, encore une fois, au blockchain, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir chez toi une lithographie de Picasso ou je ne sais qui, où tu n'es pas complètement sûr, sauf si tu as un suivi vraiment sur très longue durée de ça a été produit chez Picasso en 1952, et puis ensuite ça a été acheté par un collectionneur, et puis ensuite c'est passé en vente aux enchères. Éventuellement, peut-être, tu pourras avoir cette traçabilité qui te permettra de savoir que tu as une œuvre chez toi qui appartient à, un grand collectionneur de l'époque, mais ça va être compliqué. Alors qu'avec la blockchain, tout ça, tu vas pouvoir le suivre depuis l'origine, depuis l'émission et le minting, jusqu'aux différents transferts de propriété où tu vas voir l'adresse, tu vas voir parfois l'adresse effectivement de la personne connue comme Bieber ou d'autres. Et c'est là où, en fait, tout l'intérêt de pouvoir voir les wallets des autres. Donc, je te disais que tu m'as partagé ton wallet, on pourra en partager certains que tu as en public, on va dire, d'autres que tu as en privé. Et ces wallets, dans certains, tu as plusieurs Bored Ape, hein, d'ailleurs, toi, non ? J'en ai encore 2, oui. Tu en as encore 2. Tu en as vendu récemment. J'en ai vendu un pour justement construire une assez grosse collection de NFT photos. Parce que c'est ma passion, et comme j'avais pas les moyens de les acheter parce que ça vaut assez cher, du coup j'ai vendu un Ape et avec ce que j'ai vendu en Ether, j'ai transformé ça du coup en achat. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut là-dessus un peu voyager. Si tu veux t'intéresser, c'est probablement la technique. Donc en allant sur ton wallet ou tes wallets, parce que tu en as sur Tezos et d'autres sur Ethereum, c'est ça, oui. Peut-être plusieurs chacun. Après, on peut peut-être aller voir, tiens, celui-là, il l'a vendu à un tel. Je peux aller voir sur son wallet qui il a d'autres, etc. Et puis dire, tiens, ça me plaît. Ah, mais lui, je l'ai vu revenir par là. Ah, tiens, qu'est-ce qui a été produit d'autre? Qui l'a? Et en fait, tu vas voir dans tout ça ceux qui sont un peu hot, pas hot. C'est un peu ça l'idée? Ah, complètement. Alors, pour la petite anecdote, au moment où on parle, alors mon téléphone, bien sûr, comme on est en studio, est sur mode avion, donc fermé. Mais au moment où on parle, il y a je suis en bid, ce qu'on appelle, donc je suis en concurrence sur une photo NFT qui sur lequel il y a donc une enchère, et j'ai surenchéri sur Alexis Ohanian, qui est l'ancien fondateur de Reddit et accessoirement l'époux de Serena Williams. Donc voilà, je sais pas, quand je sortirai de ce podcast, je verrai si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Mais donc, on regardera pendant l'épisode vers la fin. Voilà, ça marche. C'est énorme. Et ça se fait, tu fais sur tu bides sur quel... Alors, ça dépend des plateformes. En fait, tu as plusieurs plateformes, effectivement, un petit peu en fonction justement du type à la fois donc, commençons par la blockchain. Est-ce que c'est plutôt Ethereum, plutôt Tezos? Et après, ça commence à se verticaliser, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as des plateformes qui sont plus spécialisées notamment par gamme de prix ou par type d'artiste. Donc, une des plateformes les plus upmarket, on va dire, c'est ce qu'on appelle super rare, donc super rare en anglais, qui est effectivement super et puis rare à côté. Et pourquoi? Parce qu'ils font que des photos uniques, enfin que des œuvres uniques, ce qu'on appelle des one-on-one. Et donc en général, les grosses photos, les grosses œuvres de crypto art sont plutôt échangées là-dessus. Ça, ils les sélectionnent Ils les sélectionnent tout à fait. Ils font beaucoup de curation. Donc, ça veut dire que moi, tu vois, avec les photos de mon chat que j'aime beaucoup et que je m'amuse à minter de temps en temps pour faire plaisir à ma fille, je vais pas forcément, si je l'envoie à Super Rare, ils vont pas forcément accepter que je sois tout de suite artiste, créateur accepté sur la plateforme. Donc, il faut avoir un peu une légitimité. Il y a des équipes dédiées chez eux pour vérifier. Donc, il y a Super Rare d'un côté, il y a Foundation, il y a Rarible, il y en a d'autres. Tout ça, on est plutôt sur l'univers Ethereum. Après, il y a l'espèce d'énorme supermarché que la plupart des gens dans l'NFT connaissent qui s'appelle OpenSea, qui a été là un peu le Yahoo ou le Yahoo des NFT, c'est-à-dire que c'est vraiment la plateforme sur laquelle tout le monde est rentré, et moi le premier d'ailleurs. La première fois quand on a acheté les NFT, tout le monde a acheté son premier NFT sur OpenSea, mais c'est vraiment un supermarché, il n'y a pas vraiment de verticalisation, on peut trouver tout, à la fois en primaire, c'est-à-dire des artistes, des créateurs qui vont minter leur NFT sur OpenSea, mais également en secondaire, où du coup, moi, une fois que j'ai acheté une œuvre en primaire, je peux la revendre directement là-dessus aussi. Et ça, peu importe, Super Rare ou OpenSea, que tu sois sur Ether ou Tezos? Alors, si, vraiment, Super Rare, Foundation et pour l'instant OpenSea sont uniquement sur Ethereum. Alors, OpenSea, ils font un peu ce qu'on appelle du Matic Polygon, c'est
à layer 2 de Ethereum, mais trop détaillé, je vais pas rentrer, c'est de la techno un peu bizarre. Et par contre, on a effectivement une autre blockchain donc, que moi j'aime beaucoup sur l'art, qui est donc Tezos, et qui, elle, effectivement, a des plateformes dédiées. Donc, pour l'instant, les plateformes sont liées à une blockchain, mais demain, probablement qu'elles vont offrir ce qu'on appelle du cross-chain ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tu pourras, à mon avis, c'est impossible qu'ils le fassent pas, que dans quelques années, ou enfin quelques mois ou quelques années, que tu puisses acheter tes NFT, quelle que soit la blockchain, sur ces différentes plateformes. Parce qu'en fait, en effet, quand on creuse tout ça, moi j'ai quand même un peu l'impression d'avoir, tu vois, même en 6 mois, d'être passé à côté de ce game. Alors après, en effet, au moment où on parle, il y a quand même une grosse correction sur les valeurs des cryptos. Donc c'est important de voir ça en plus, parce qu'il y a quand même un sous-jacent fort. C'est-à-dire que si tu aimes un artiste, tu vas acheter donc un CryptoPunk, il va le voir, je dis une connerie, mais 100 Ethers. Et le mois d'après, il en vaut toujours 100 ou 120, mais l'Ether peut avoir été divisé par 2 en euros, quoi. Donc, du coup, il va quand même tout de suite te coûter potentiellement moins cher, sauf si toi, tes actifs sont que en Ether. Et donc, moi, j'ai un peu... Par moment, t'as un peu l'impression d'être passé à côté du game, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'Ether, j'en ai un peu. Et donc, toi, quand tu vends, tu vois, un Bored Ape en Ether... Finalement, tu peux dire, bon, mais lui, il s'en fout, en fait, parce que son Bored Ape en Ether, il l'a payé 12 balles. Je sais pas combien tu l'as payé, mais voilà. Et puis, il l'a vendu 500 000 balles, et derrière, il rachète des trucs. Mais en vrai, sa valeur à lui, c'est 12 balles. Donc, du coup, en effet, il pourrait encaisser les 500, mais à la fois, déjà, ce sera imposé, alors que ça ne l'est pas si tu le repasses pas dans la monnaie réelle. On l'a vu dans un autre épisode. Et en plus... finalement, c'est aussi un game, je veux dire, te dire, bah, je mise sur d'autres, ça me fait plaisir, c'est un truc cool. Moi, je suis pas rentré dans l'Ether, tu vois, j'en ai pas assez. Donc tout ça, c'est un peu inaccessible. Et j'ai parfois l'impression d'être un peu sur le côté, de me dire, est-ce que si je vais acheter en Tezos, pardon, longue question pour une short answer, non, tu peux y aller sur ta réponse. Est-ce que si j'achète pas sur Tezos, je serais pas sur un marché des ploucs? Non, pas du tout. Mais le cheminement intellectuel que tu proposes est le bon. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, moi aujourd'hui, effectivement, Ethereum, c'est très cher. Les œuvres, en fait, en prix, sont très chères. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prix psychologique qui s'est installé, c'est que n'importe quelle chose que tu fais sur Ethereum, en général, tu vas le vendre 0,01 Ethereum, ce qui doit faire effectivement $250 ou un truc comme ça au cours d'aujourd'hui. Et vraiment, tu vois, vraiment des trucs basiques. Alors ça, c'est le premier point. Donc le prix, on va dire, d'affichage est déjà très élevé pour rentrer. Et en plus de ça, tu rajoutes à cela aujourd'hui des frais de transaction qui sont très élevés aussi, qui font que quand tu achètes, du coup, là, mettons à $250, ensuite ça va t'arriver de payer 75 ou même $100 pour ce qu'on appelle les gas fees. Voilà, les gas fees, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais ce sont des frais qui en fait sont des frais qui permettent de certifier. On parle dans l'épisode avec Frédéric Montagnon notamment sur Génération It Yourself, que je vous recommande également, mais qui permettent, c'est réparti en plein de monde, mais comme ces blockchains sont devenues tellement grosses, il y a tellement de vérifications que ça prend de la ressource d'ordinateur. Et donc, il y a une simplification d'Ethereum qui est en cours, semble-t-il. Layer 2, enfin, je vais arriver. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc, dès que tu fais une opération sur Ethereum, ça te coûte minimum 100 balles, quoi. Ouais, un minimum. Et effectivement, donc, tout à fait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui quand les gens me demandent, des copains ou même des gens qui nous rejoignent chez Ledger, qu'est-ce que je fais pour commencer une petite collection de NFT, je leur dis, en fonction de ton budget, moi je t'invite à commencer sur Tezos. Et à nouveau, longue réponse pour dire non, Tezos n'est pas une blockchain de plouc, au contraire. Comme j'ai la chance effectivement moi de connaître pas mal d'artistes, que ce soit dans la crypto ou en dehors, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les NFT sur Tezos sont vraiment en train de prendre de l'ampleur. Il y a de plus en plus d'artistes de qualité qui y viennent pour des raisons de coût aussi, parce que comme là en l'occurrence dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, on va acheter un NFT 250 parce que c'est presque le prix minimum, et puis en plus on va payer $100 de frais de transaction pour pouvoir l'acquérir ou l'envoyer à quelqu'un. Et bien dans le même temps sur Tezos, les prix entre guillemets d'affichage vont être beaucoup plus bas. Donc je sais pas, tu peux avoir des œuvres, des belles œuvres NFT sur Tezos à 1 ou 2 Tezos, ce qui doit faire aujourd'hui, je sais pas, 5 ou 10 euros. Ah oui. Et surtout les frais de transaction, alors c'est ça où ça kill le game comme on dit. Les frais de transaction, ça va être 2 centimes, 3 centimes. Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, tu te doutes bien que mes 200 mots de Cosa Vostra, je les ai pas fait sur Ethereum. Non, ça avec 200 fois 200, ça m'aurait coûté 40 000 balles de frais en Ether, donc je l'ai pas fait, et je l'ai fait sur
Tezos, mais d'accord, donc je suis pas un gros plouc, ça va. Non, pas du tout. Et alors donc Tezos, pour continuer là-dessus, après on pourra discuter d'autres choses, mais c'est vrai que donc il y a énormément d'artistes qui arrivent là-dessus, il y en a de très bonne qualité dessus, ils commencent à avoir une communauté aussi à la fois de collectionneurs, parce que c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait les deux côtés, il faut qu'il y ait d'un côté l'offre, c'est-à-dire l'offre de qualité d'artistes, de belles œuvres, etc. Et de l'autre, il faut qu'il y ait une communauté intéressée par ça, et donc des collectionneurs notamment. Et donc, ça commence à monter en termes d'usage, etc. Et aussi, et pour moi, le parallèle que je ferais, c'est un peu essayer de comparer New York et Berlin. Il y a 15 ans. C'est-à-dire que pour moi, New York, c'est Ethereum et Berlin, c'est Tezos en 2005. Donc, c'est-à-dire que vous avez deux villes qui sont très différentes l'une de l'autre, qui ont toutes leurs avantages et parfois leurs défauts. Mais si vous aimez un peu tout ce qui est un peu plus underground et peut-être avec du potentiel aussi, selon moi, qui est assez important, Tezos, à mon avis, va faire des belles choses. Sachant qu'a priori, si je prenais le comparatif au pied de la lettre, si tu as investi 1000 sur New York et 1000 sur Berlin, t'as gagné plus d'argent sur Berlin potentiellement, enfin dans ces délais-là, oui. Même si New York est toujours très solide et a pris de la valeur, ça reste une valeur très très sûre, mais Berlin a explosé. Comment j'achète sur Tezos? Parce que on n'a pas tout à l'heure OpenSea, Foundation, t'as dit super rare. Ouais. Il y a de la même chose, de la même façon, il y a des plateformes qui se sont créées. Alors les principales aujourd'hui, je dirais, sont Object, objkt.com, qui est pour l'instant la plus grosse à ma connaissance, mais encore une fois, je ne suis pas l'expert absolument en tout. Donc, object.com, il y a eu à une époque qui continue à exister, mais sous une autre forme, Hic et Nunc. C'est du latin, c'était créé par des Français, mais il y a eu des dramas dans le projet parce que le projet a été arrêté par une des personnes, puis la plateforme est revenue, donc les collectionneurs justement et les artistes ont plutôt migré sur Object. Et après il y a des plateformes dédiées justement au sein de Tezos, plutôt sur les côtés art génératif. Généré par intelligence artificielle. Donc il y a notamment un site qui s'appelle FXH, donc FX comme François Xavier et H comme le H, c'est-à-dire HASH, qui lui effectivement qui est une plateforme qui est plus dédiée à l'art génératif et spécifiquement sur Tezos, justement parce que comme il faut une interaction forte pour pouvoir créer et générer une œuvre ou plusieurs œuvres uniques sur la base d'un algorithme, de les faire sur Tezos, c'est beaucoup beaucoup moins cher, à la fois en termes de coûts, mais aussi en termes de coûts entre guillemets écologiques, en termes de consommation d'énergie, etc. Là, tu vois, en effet, je regarde en même temps des choses. Du coup, je me mets sur object.com et je vois tout de suite des trucs que je trouve assez cool, tu vois, en fait. Ah ça, très connu, ça. Ouais. Je vous le partagerai. C'est quoi? Choose Your Player. Bon, ça, c'est à vendre. Une édition. Où est-ce que j'ai le prix? Il faut que tu cliques peut-être dessus. Il faut que je clique dessus. Offers, 5 offres. Alors, celui-là, il est vendu comme c'est un sur un. En fait, il a déjà été acheté par quelqu'un. Ouais. Cette personne n'est pas vendeuse. Sinon, tu auras un prix de listing, en fait. Okay. Et en revanche, tu as des collectionneurs ou d'autres personnes qui veulent l'acheter, donc ils font une offre. Et après, si tu descends dans ton écran, tu vas pouvoir sur History. Tu vas pouvoir voir, si tu descends tout en bas, tu vas probablement pouvoir voir à quel prix ça a été créé, minté et donc acheté pour la première fois. Donc 30 Tezos. Donc ça va être le prix de minting, c'est peut-être 30 Tezos. D'accord. Et il s'est revendu jusqu'à 200 offers. Ah non, c'est des offres. Personne ne les a acceptées. Donc des gens qui veulent acheter effectivement quelque chose qui a été créé pour 600. 30, qui propose 200. Et après, on verra si le propriétaire acceptera. 600, 1,1. Donc. Il y a un peu de tout, quoi. Ok. Un Tezos, on a dit, c'est combien? C'est entre 2 ou 3. Aujourd'hui, je sais plus, 2 ou 3 euros. Faudrait regarder le prix. Je l'ai pas en tête. Je suis un mauvais. Moi, j'ai un peu d'œil parce qu'au moins, le truc qui m'a plu tout de suite. Bon, il était en home, c'est facile quand même. Ouais, mais quand même. Mais pour revenir à ton point, Tezos, il y a moyen de s'amuser. Toutes les personnes qui me disent voilà, j'ai 200, 300, 500 euros, allez là-dessus, vous allez vous amuser. Franchement, il y a plein de gens que j'ai onboardé, comme on appelle ça, depuis plusieurs mois là-dessus. Je passe d'ailleurs la plupart de mes week-ends à faire ça en ce moment. Et franchement, les gens s'amusent et se régalent. Alors pour les onboardés, on va le faire rapidement et après je te poserai des questions sur où est-ce que je cherche ou comment je cherche ailleurs ou s'il y a des ressources. Tu vois, on parlait de NFT Morning, il y a peut-être des newsletters, des galeries, je sais pas. Mais c'est pareil sur Ether, mais donc Tezos, si j'ai pas de Tezos, je vais sur
Binance, non. Oui, si. Alors, Coinbase, je sais pas quoi, j'achète des Tenos. Vas-y, dis-moi ce que tu fais. Ce qu'il faut faire, en général, déjà, il faut commencer par créer un wallet. Ouais. C'est la première chose que vous faites. C'est comme quand vous êtes rentré première fois sur Internet, vous avez créé une adresse email. Ouais. Donc, c'est la même chose. Vous allez créer en fait votre wallet qui va devenir à la fois votre portefeuille, mais également votre identité, on va dire, sur la blockchain en question. Donc, vous avez un wallet par blockchain. Donc, on en a un sur Ethereum, et là, on va se mettre sur Tezos. Donc, en général, vous allez créer un wallet. Il fallait que vous choisissiez un fournisseur de wallet pour justement y créer votre wallet. Et donc là, vous avez le choix. Alors, bien sûr, je vais parler pour ma propre paroisse. Ledger. Vous avez Ledger qui, effectivement, on va vous aider à créer en fait cette adresse. Donc, en fait, vous avez un hardware wallet, donc un wallet physique qui va vous permettre de générer votre adresse, qui va permettre de créer votre adresse. Et cette adresse, elle est protégée, encore une fois, par une clé. L'accès à cette adresse est protégé par une clé. Et cette clé, c'est ce que protège le hardware wallet. Donc ça, vous pouvez faire un onboarding maintenant nativement au sein du Ledger Live, qui est la plateforme qui est à côté du hardware wallet et qui vous permet de tout faire. Donc, on peut tout faire sur un Ledger, et d'ailleurs on encourage en général de faire deux choses, de faire ce qu'on appelle une adresse créée sur un Ledger, ce qui permet de garantir le niveau de sécurité le plus important, et après d'avoir un autre wallet qui sera ce qu'on appelle hot, qui sera sur son ordinateur ou sur son téléphone, mais pour faire des transactions et ensuite vite les transférer. Et là, donc en termes de wallet software, ce qu'on appelle, vous avez, il y en a plein. Vous n'en faites pas de software wallet? Alors, si. Alors, on le fait nativement avec le Ledger Live en fait. C'est-à-dire que quand tu as Ledger Live, au sein du Ledger Live, tu as finalement un software wallet qui est multi-chain. Okay. Puisque une fois que tu te rentres dans ton Ledger Live, tu vas pouvoir avoir un wallet Tezos, un wallet Ethereum, un wallet Bitcoin, un wallet ce que tu veux. Donc ça, c'est une app, je peux télécharger l'app. Télécharge l'application sur ledger.com, il y a un endroit dédié à ça. On est sur iOS et sur macOS et bien sûr Android. Voilà, on a quand même plusieurs millions de personnes qui ont téléchargé cette master application. C'est vrai que c'est une plateforme en fait globale, parce qu'encore une fois on est multi-coin. Mais en l'occurrence, si à côté de ça, les personnes veulent pouvoir aussi tester un petit peu, vous créez un wallet, donc je sais pas, Temple Wallet par exemple, comme Temple Temple, ouais. Voilà, qui du coup va faire le travail sur le côté wallet, par contre pas avec le même niveau de sécurité, parce que votre clé va être sécurisée sur votre ordinateur quelque part, donc c'est moins bien. Ça veut dire que si vous le perdez, terminé. Si on vous le vole, c'est terminé. Bon, il y a des systèmes de recovery, mais c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, c'est assez pratique si on est effectivement dans le métro ou au bureau, etc. C'est un peu plus facile. Donc ouais, voilà, un temple, en fait, il faut retenir les fameux 12 mots. Donc il va te générer cette adresse, et cette adresse, il va te donner, enfin, il va pas te donner la clé parce qu'on ne sera pas capable de la retenir. Par contre, la façon de retrouver cette fameuse clé privée, ce qu'on appelle le super password, c'est le super mot de passe en fait pour retrouver accès à cette adresse. Il va te le donner sous forme de mots, donc 12 mots qu'il faudra extrêmement bien protéger. Enfin, il faudrait bien les noter en majuscules pour pas les perdre. Des fois, on n'arrive plus à se relire. Bien les cacher, et c'est ça qui sera un peu le super password que vous pourrez éventuellement réutiliser si vous perdez ou si votre ordinateur plante. Et derrière les Ledger hardware, donc je vois NanoS, NanoX, Blue, il y a quand même ces 12 mots. Ils existent quoi qu'il arrive par rapport à la blockchain. Nous, en fait, on a un protocole qui est un peu plus sécurisé que celui-là. C'est-à-dire que le protocole le système qu'on a pris je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un système à 24 mots. Okay. Donc en fait, nous, quand on va vous aider à créer votre adresse, la clé qu'on va donner qu'on va générer finalement, qu'on va vous aider à générer, parce que c'est pas nous qui la faisons, mais on l'aide à être générée, elle va reposer sur une complexité plus importante, et donc de 24 mots. Donc 2 fois plus de mots que les software wallets classiques. Parce que justement en termes de probabilité de retrouver ces 24 mots, c'est je sais même plus parce qu'en mathématiques, mais je crois que c'est 10 puissance 17 ou un truc comme ça. Enfin, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle ordinateur quantique, quoi. Ouais, peut-être. Il va encore à voir. Ok. Très bien. Et donc tu crées, soit tu commandes, alors de toute façon on est aussi là pour ça, soit tu commandes un Ledger donc chez vous, ça coûte pas si cher. Enfin, non, on a le Nano S est à 59 € de mémoire, je crois, et le Nano X qui a plus de mémoire justement pour avoir plus d'applications, et qui a
un écran plus grand, une batterie, donc c'est un peu plus un produit quand même que moi je conseille plutôt aux gens, toute transparence, qui doit être à 149. Mais moi je conseille plutôt ce deuxième produit par rapport au précédent, parce que il est beaucoup plus facile, notamment quand on veut faire de la DeFi, des NFT. Il est quand même plus facile d'utilisation que l'ancien, qui est beaucoup plus ancien, parce que le Nano S a été créé en 2016. Donc la technologie, c'est comme les ordinateurs, les téléphones, ça a quand même un petit peu évolué depuis. Juste, j'achète ça, après j'ai plus rien à payer? Ou il y a des abonnements et des choses? Ah non, on n'a pas d'abonnement. Alors par contre, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez Ledger Live, donc la plateforme qui vous permet justement de connecter votre device et de permettre ensuite d'interagir avec vos cryptos, si vous utilisez le Ledger Live et que vous faites de temps en temps des transactions, alors pas les transactions entrantes et sortantes, parce que de toute façon, ça vous les payez quoi qu'il arrive, mais c'est la blockchain, c'est pas Ledger, on n'a rien à voir là-dedans. Par contre, quand il y a des services qui sont par-dessus, donc l'achat, la vente, les swaps, le lend, ce qu'on appelle le prêt de ces cryptos. Là, il y a des plateformes avec qui on est partenaires qui donc vont faire l'exécution des ordres pour vous, comme vous le feriez d'ailleurs en direct avec eux. Et donc là, nous, on touche une toute petite rétrocommunication sur les transactions qui sont faites. Mais c'est minoritaire. Et juste si j'ai un ledger et que je le perds, je suis dead? Non, pas du tout. On a bien sûr pensé à ça dès l'origine d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est là où les 24 mots vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que quand tu vas recevoir ton hardware wallet, tu vas l'initialiser, comme quand tu reçois un téléphone portable, tu vas l'initialiser. Il va te demander de te connecter justement au Ledger Live, tu vas faire tout le setup, etc. Et au moment où tu vas faire le setup, il va générer ces 24 mots, qui va te demander de noter précieusement sur une fiche qu'on a bien mise dans la petite boîte en carton nickel. Tu vas noter ces 24 mots, encore une fois en majuscule, et ce qu'on appelle cette recovery phrase, voilà, tu vas bien la mettre à côté un autre endroit. Tu peux la doubler si tu veux et la mettre au coffre, et puis la couper en deux, la cacher où tu veux, etc. etc. Et c'est ce vers quoi tu vas te retourner le jour où malheureusement ton device va tomber en panne, ou tu vas le perdre, ou il va être volé. Tu vas retrouver cette feuille. Donc c'est pour ça que c'est très important effectivement de bien la garder, de bien la protéger, de savoir de se rappeler où elle est aussi. Et c'est avec cette merveille de la cryptographie qui va te permettre en fait, avec ces 24 mots, de réavoir accès à ton wallet avec un autre device. Et le device, il a ton empreinte digitale ou quelque chose comme ça Non. Mais donc, si quelqu'un le trouve... Alors, t'as un PIN, tout simplement, un PIN entre 4 et 8 chiffres, mais on conseille bien sûr 8 chiffres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour la sécurité, si tu te trompes 3 fois, en fait, ça wipe, ce qu'on appelle, ça détruit, ça efface ce qu'il y a dedans. Okay. Mais encore une fois, c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où de l'autre côté, tu as bien gardé tes 24 mots en backup, tu pourras toujours, même si toi, ça m'est arrivé une fois ou deux... Et si quelqu'un trouve ces 24 mots, en revanche, t'es alors là, oui, c'est le en fait ce qui a vraiment, ce qui donne vraiment accès au fondamental au blockchain, c'est ces 24 mots. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il faut bien le protéger, parce que là, c'est le super password, c'est le password qui te donne accès à tout, à tous les comptes en banque, à ton adresse, à tout, absolument tout, quoi. Très bien, très clair. Donc, ok, on a bien compris Ledger. Il va falloir que je m'y mette, du coup, puisque là-dessus, je pourrais mettre, comme tu le dis, c'est le truc un peu chiant et compliqué actuellement, c'est que je vais avoir quelque part du Tezos, par ailleurs du Solana, par ailleurs du Ethereum et enfin du Bitcoin. Et tout dans un seul, tout protégé par un seul outil, une seule recovery. Mais il faut l'avoir toujours sur toi, du coup? Alors non, pas forcément, ça dépend si tu es un trader invétéré. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que du coup, d'avoir en complément un hot wallet, ce qu'on appelle donc un wallet justement tiers, genre Temple pour Tezos ou MetaMask sur Ethereum, où du coup tu vas plutôt faire des transactions justement dans le métro ou au bureau ou je sais pas quoi, où t'as pas forcément besoin d'avoir le niveau de sécurité immédiatement. Tu fais ces transactions, et par contre ce que la plupart des gens font quand ils ont les deux comptes, ils s'envoient d'une adresse, ce qu'on appelle hot, qui est sur MetaMask ou sur Temple, vers l'adresse qui est protégée par un anneau, parce que comme ça ils sont sûrs qu'ils n'auront pas de problème de vol ou autre chose, parce que malheureusement les NFT aujourd'hui sont devenus très valorisés, et donc les hackers maintenant ont trouvé des systèmes assez facilement pour rentrer dans ces software wallets. Okay. Et il y a tous les jours, malheureusement, si tu vas sur Twitter et que tu tapes hack MetaMask, malheureusement tu en auras des pages entières de gens qui ont perdu ou se sont fait voler leur NFT. Donc en gros, si je commence avec 50, 100, 200 euros, je commence direct sur Temple et Tezos. Ouais. Et si je vais au-delà, si je vais vers 1000, 2000, 10 000, 20 000, 50 000 euros, je prends un Ledger et je peux me frotter à Ethereum un peu. Ouais. Voilà, donc on je pense que la bonne barrière, c'est 500 000, effectivement. 500 euros, pardon, à 1000 euros. C'est à peu près ce moment-là où en fait on voit que ça commence à être important, parce que aussi quand on achète
achète quelque chose 500, si on a un peu de chance et qu'on a un peu de goût et qu'on se trompe pas trop, ça peut faire x10, notamment sur les NFT, là, dont on l'a vu avec les hype et d'autres. Il y a quand même aujourd'hui, les NFT sont beaucoup appréciés. Et voilà. Et je reprends d'ailleurs sur ce truc de, tu vois, moi, mes questions où je te disais, il y en a qui font n'importe quoi quand on balance, tu vois, des pimpins qui balancent. Mais toi, tu me disais 98% qui vaudront rien. Oui. Mais en fait, c'est exactement pareil que dans les. Je reviens sur les œuvres d'art, hein, mais enfin, je veux dire, on connaît tous. T'as grandi, je sais pas où. T'as grandi où toi? Moi, j'ai grandi un peu partout, à Lyon, à Paris, à Lille, etc. Mais dans ton coin, t'as un artiste. Secondaire, c'est pas d'ailleurs, c'est juste qu'il a jamais éclos, mais il marche quand même, il en a toujours vécu, il vendait, voilà, t'en as qui faisaient carrément des croûtes et qui ont jamais rien gagné, et en fait 98% des œuvres valent rien en fait, et t'as même pas 0,1% qui sont des Picasso, donc de toute façon c'est toujours assez similaire. Exactement, ça se retrouve. Pour finir, juste pour comprendre, si je veux là à la fin, moi donc j'ai compris que je pouvais aller regarder, on va partager, tu as gagné plein de je sais pas, c'est pas des followers, mais si sur Twitter déjà, mais aussi ton blaze, tes différents wallets. Et après je pourrais creuser d'un wallet à l'autre, ça je l'ai bien compris, voir les gens. Est-ce qu'il y a des ressources tu vois, je vois Any, tu vois, je reçois pas de newsletter. Moi, j'aimerais bien avoir des endroits où aller me renseigner, où je reçois des choses, où on me dit tiens, il va y avoir ça, des gens sérieux qui vont me donner envie. Je sais pas. Comme c'est tout. Alors, première remarque, et ça, il faut que tout le monde le sache. En fait, les NFT, c'est avant tout sur Twitter que ça se passe. Okay. C'est-à-dire que en fait, les plus grands artistes NFT sont sur Twitter, les plus grandes communautés sont sur Twitter. Il faut se rappeler que les NFT sont nés à l'origine des cryptos. C'est-à-dire que les premiers NFT, enfin, c'est de la crypto, mais les communautés qui ont fait aujourd'hui les grands artistes et les grands mouvements NFT, c'est la communauté crypto. Et la communauté crypto, elle est principalement sur Discord, un peu sur Telegram et sur Signal, mais surtout pour échanger de façon plus publique et ouverte, elle est beaucoup sur Twitter. Okay. Et donc ce qu'on appelle crypto Twitter est devenu NFT Twitter. Donc ça, c'est le premier médium qu'il faut utiliser pour se familiariser, pour suivre des artistes, suivre des collectionneurs. C'est très très utile. Et moi-même, je suis tous les jours des nouvelles personnes, des nouveaux artistes pour découvrir des nouveaux univers. Tu en as un ou deux à me recommander sur Twitter absolument à suivre ou je sais pas. En tant qu'artiste ou en tant que les deux. Les deux. Alors, c'est compliqué, mais parce que en fait, chaque artiste, ils sont très par communauté. C'est-à-dire que par exemple, si tu suis moi dans la photo, par exemple, il y a un Américain qui s'appelle Brendan North, North comme le Nord en anglais, et je crois que son Twitter de mémoire c'est I am Brendan North. Et lui, par exemple, c'est un artiste très influent, dont j'ai la chance de posséder un NFT d'ailleurs, mais qui est aussi... I am Brendan North, voilà. Et on le voit Brendan North sur Insta aussi. Voilà, et donc c'est des gens qui sont assez suivis, je sais plus, doit être à 15-20 000 followers sur Twitter, et probablement autant, sinon plus sur Insta. Et donc, effectivement, de suivre des artistes, c'est bien. Après, bon, t'as des influenceurs, entre guillemets, aussi qui sont arrivés, hein, donc c'est très intéressant. Alors, je me connecte sur Twitter, pardon. Tu retiens ce que t'allais dire? Tu retiens? Ouais. Tu le poses là dans... Et juste au moment, c'est quand même fou. Bon, je savais que ça allait venir, mais le lancement des images de profil NFT sur Twitter. Là, ça a popé, ça y est, sur mon écran. Donc voilà, tu vas pouvoir maintenant directement brancher ton wallet et choisir le NFT lié. Donc ça va quand même changer pas mal de choses aussi, ça. Hein. Ça va encore démocratiser, en tout cas montrer l'adoption, effectivement, tout à fait. Pardon, Et donc les influenceurs, il y en a aussi maintenant qui sont créés. Alors là, j'en ai moins de données, mais je pense qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des gens plutôt bons. Alors, t'as beaucoup parlé de John, et je pense qu'il est vraiment très important. John Carp, il est vraiment... il est à la fois très sachant, c'est un peu la déclaration d'amour en direct, même s'il est marié et tout va bien, mais du coup, je pense que John et des gens comme ça, moi en fait, je me sers beaucoup de ça. J'essaie de trouver une personne, ce qu'on appelle des nœuds de réseau dans nos secteurs, des nodes. Je cherche en fait un nœud central, donc une personne qui est au milieu de lui-même de plein d'autres réseaux, et que je sais de qualité, et qui lui-même ensuite va retweeter des choses de qualité ou va liker des choses de qualité. Et donc je remonte souvent la chaîne comme ça. Je trouve une personne que je trouve de confiance et ou qui a des goûts similaires aux miens. Et ensuite, ça me permet de graviter autour de son propre univers, de regarder qui il suit, de regarder ce qu'il a acheté. Et c'est à la fois le cas sur les influenceurs, entre guillemets, mais également sur les collectionneurs ou même sur les artistes. Il y a des artistes que j'ai découverts parce que d'autres artistes me les ont présentés directement ou indirectement d'ailleurs. Et des galeries ou des, tu vois ce que je veux dire, des équivalents de galeries. Alors il y en a un, mais c'est très compliqué. Alors pour l'anecdote, comme j'ai une passion pour l'art, comme je disais en introduction, assez importante, j'ai moi-même ouvert une galerie il y a plusieurs années, plutôt dans le street art et la BD,
qui s'appelle acheterdelart.com, petite minute de publicité. Et cette galerie, on a essayé d'aller, on est allé sur les NFT, et donc on a fait plusieurs expositions. Mais c'est vrai que les NFT, la particularité, c'est que justement, c'est là pour en fait créer un lien direct entre le créateur et le collectionneur. Et donc la place de la galerie dans l'univers des NFT, pour moi, est un défi. Et justement, avec cette galerie, j'ai pas encore craqué le code, comme on dit, pour essayer de trouver le modèle, parce que en fait, quand tu es un artiste, acheterdelart.shop, alors moi j'ai. Alors t'as le .com, c'est la partie plutôt écriture beau. Et merci. Et .shop, c'est le shop parce qu'on vend effectivement en ligne. Et donc il y a un défi pour les galeries à trouver sa place là-dedans. Donc il y a une galerie qui est un peu connue qui s'appelle Superchief. Qui est aux États-Unis, là, qui va ouvrir à Los Angeles, qui est assez connu, qui est à New York et qui est la galerie un peu connue dans les NFT. Mais le modèle, pour moi, le modèle de la galerie va être complètement, désolé de trouver le terme, mais disrupté par les NFT parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de galerie. Les galeries vont être obligées de se réinventer. Oui. Elles vont prendre d'autres formes, elles vont travailler différemment avec les artistes et les collectionneurs. Et par contre, là où il y a des besoins, c'est côté curation, c'est côté sélection. Quand tu parlais tout à l'heure de newsletter, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une telle profusion d'art NFT, crypto, PFP, art génératif, tous les jours il y en a des centaines qui se créent, voire plus. Du coup, effectivement, les newsletters, les curateurs, les art advisors, là, pour le coup, ils vont avoir un job en rêve là, dans les prochains mois. Je te demanderai un NFT par semaine à mettre dans ma newsletter. Tu ferais ça quelques semaines ou pas? Ouais. Choix. Ouais, sur tes os sans aucun problème. Ok, cool. On va faire ça dans ma newsletter de Génération do It Yourself sur gdy.fr, sur la martingale, on la met moins. Comme ça, vous suivrez et puis on essaiera de faire ça toutes les semaines. Pendant 2 mois, on met, tu vois... c'est cool et je me rends compte en fait que ce qui est fou dans cette histoire de street cred en fait qu'on crée autour de ça, c'est que tu prends, là j'étais en train de me dire putain le NFT Cosa Vostra, il faut que je t'en donne un absolument. Oui, un proof of tendance. Et ben voilà, c'est ça. Donc si les gens vont le voir popper chez toi, ils vont se dire ah mais c'est quoi ce truc, pourquoi il en a un, ah c'est cool. Et donc du coup ça peut valoriser les autres. Ce qui fait que certains artistes ont intérêt à quasiment offrir ou super discounter des œuvres pour des gros collectionneurs finalement sur des NFT. Complètement. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe des fois, c'est que t'as des... Alors si les offres ça se verra puisque... Alors, exactement, ça va se voir, savoir que c'est un drop, ce qu'on appelle, on va voir qu'il n'y a pas... Parce qu'en fait sur la blockchain tu vois tout, donc tu vas voir qu'il y a un purchase d'un côté et un transfert après. Ouais. Alors que si tu vois juste un transfert, ça veut dire que ça a été transféré directement sans purchase, sans achat. Donc faut quand même qu'il y ait un petit achat, sinon tu te dis c'est... sinon, ça peut être un fake drop, ce qu'on appelle, donc un faux envoi. Quoi. Le drop, c'est quoi le terme que j'ai entendu pas mal de fois? Le drop, c'est quand... il y a deux termes. Il y a quand tu envoies quelque chose, on appelle ça un drop. Donc là, dans l'occurrence, tu es créateur et tu drops en fait ton NFT à un de tes collectionneurs ou à quelqu'un que tu veux, qu'on voit qu'il a ton NFT. Et après, tu as des drops, c'est plus de manière générale quand le créateur va lui-même lancer son projet, il fait ce qu'on appelle un drop. Il lance son projet en l'air, entre guillemets, c'est pour ça qu'on dit drop. Et du coup, les collectionneurs en face vont faire en sorte de l'attraper au vol. Je suis en train de regarder un truc sur ton site, checkout. Je vais te prendre par surprise. Ah. Non, je sais pas si... Ça vous arrive de faire des codes promo? Oui, bien sûr. Est-ce que tu pourras voir avec ton marketing, tu peux avoir un petit code promo bien sûr. Je sais pas si tu peux t'engager maintenant, mais 10 euros, 15%. Oui, on peut faire 10 euros et 15%. 10 euros ou 15% parce qu'il faut voir en fonction des offres. Le code, c'est toujours le même. J'essaie d'avoir la martingale. On va rester sur les majuscules. Ouais. Donc sur acheter de l'art, si tu peux. J'en ai juste après. Tu me diras, on mettra dans le top et sur lequel on trouve des NFT. Donc il y a des NFT qui sont à vendre. Tout à fait. On les cherche. Ah oui, collectionner NFT. Voilà, découvrir artistes, actualité NFT, newsletter NFT. Écoute, on a à peu près tout abordé. Ouais. On n'a rien oublié dans ce que tu dis le week-end à tes potes, des trucs très importants. Non, surtout faites-vous plaisir. Je pense que c'est le principal. Et encore une fois, testez. Parce que même moi, en fait, c'est un univers qui s'ouvre devant vous et qui est tout nouveau. Donc au début, vous allez être surpris. Parfois, peut-être un petit peu effrayé parce qu'il y a un tel choix qu'en fait, on ne sait pas trop. N'hésitez pas à tester et vous allez voir que vous allez bien vous amuser. Et dans 1 an, dans 2 ans, tout le monde sera devenu un expert. En tout cas, si vous y consacrez du temps, vous êtes devenu un expert et ce sera vous qu'on interviewera et plus moi. Très bien. Écoute, très bien. Moi, je fais un petit clin d'œil si vous voulez aussi approfondir un nouveau podcast qui est poussé par Orson Media qui s'appelle NFT Business et qui est lancé par Claudia Loma et Benjamin Spark qui sont un couple en fait. Elle était
vient d'un autre univers. Lui est artiste et elle vient d'un univers de la presse. Et donc voilà, NFT Business, c'est tout nouveau et les retours sont très bons, so far. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Alors, on va sortir des NFT, j'imagine, à moins que tu aies un truc totalement un coin que tu nous as pas. Moi, j'ai cette question traditionnelle pour les invités. Quelle est ta martingale à toi? Ton petit truc, ton péché mignon ça peut être dans l'IMO, ça peut être des trucs... Non, mais c'est devenu les NFT en fait. Ouais. C'est vraiment devenu les NFT. Parce que c'est mes deux mondes qui sont rejoints, le monde de la crypto que je connais bien et le monde de l'art que je connaissais bien aussi. Donc maintenant, c'est vraiment ça. C'est les NFT. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent mais c'est juste une bulle, enfin... Là-dessus, alors je vais citer Satoshi Nakamoto, désolé, c'est pas très poli, mais il disait quand en 2011 ou des choses comme ça, les gens le challengeaient un peu sur le Bitcoin, ils disaient écoutez, désolé, j'ai pas le temps à vous expliquer, vous y croyez pas, mais fondamentalement, moi je prends absolument aucun risque. Les NFT vont vraiment modifier, vraiment en profondeur, beaucoup d'industries. Alors on a focusé aujourd'hui sur l'art, et c'est génial. Mais il va y avoir plein de choses et dans 5 ou 10 ans, on se rendra même plus compte qu'on utilise les NFT. Parce que le pouvoir technologique de ça, pour la liaison directe entre le créateur, l'entreprise, entre guillemets, et le consommateur ou le collectionneur est tellement formidable que ça va vraiment profondément changer les industries de l'art, de la création en général. On n'est même pas, j'ai plus le temps là, je passe l'heure d'enregistrement, mais on n'est même pas rentré en détail dans, tu vois, tu me parlais des photos et des NFT photos qui me plaît beaucoup, mais ça pourra faire l'objet d'un futur épisode si t'es chaud pour revenir, parce que j'aimerais vraiment qu'on rentre, tu vois, un peu plus deep dans ces univers, comprendre aussi comment ça se passe, tu vois, il y a des moments où je me dis mais on pourrait faire, enfin, chaque artiste majeur, mais limite, tu vois, je reviens sur Justin Bieber, en fait, lui prendrait des photos juste de sa vie. Toi, tu parles de ton chat, tout le monde s'en fout de ton chat. Tu n'es que Jean-Michel Paillon, je suis désolé. Mais si tu étais Justin Bieber, tu prendrais des photos de ton chat, tu les vendrais à l'unité en NFT. Ça vaudrait probablement quelques centaines, quelques milliers d'euros pièce, en fait, quoi. Oui, parce que ta communauté, elle valorise ta vie, elle valorise ce que tu produis. Et tu es un créateur, donc du coup, ça a de la valeur, tout à fait. T'en fais une par jour, par exemple. Ah bah oui. Et tu dis, tous les jours, je la mint et puis je la vends. Exactement. C'est infini. Tu verras. Une fois que tu creuses, une fois qu'on ouvre, on se rend compte des possibilités infinies des NFT et que ce soit pour ça, pour l'art, pour le marketing, pour la communication, tout ce que tu as fait, et c'était une super idée sur la carte de vœux, c'est infini. Infini. Cool. Bon, écoute, merci. On te suit, toi, Jean-Michel Paillon, donc sur Twitter, JM Paillon. Je mettrai tu nous as fait une petite surprise dans ton nom de famille, hein, c'est oui. Paillon. Tout à fait. Donc JM Paillon. LinkedIn aussi? Ouais, je suis sur LinkedIn aussi pour ceux qui veulent. Je suis moins réactif et moins fort sur LinkedIn que je le suis sur Twitter, donc désolé par avance si... J'ai bien inversé, moi. Quand tu m'écris en MP sur Twitter, je mets 4 jours à répondre, mais... Moi, c'est l'inverse. Cool. Bon, bah écoute, on est parti, on a plein de bonnes choses, on va te suivre, on va suivre les newsletters pour avoir les NFT de la semaine, et puis très cool. Merci Jean-Michel. Merci Mathieu. À plus, salut tout le monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. Voyez, on s'éclate sur la martingale, semaine après semaine. On passe on a fait un épisode il y a quelques semaines sur les Malraux, tu sais, les bâtiments historiques, voilà. Bon, ça c'était un peu plus inaccessible quand même, mais il faut quand même aller passer là-dessus. Si vous avez des sujets à me recommander, n'hésitez pas. Il y a des choses sur lesquelles j'hésite un peu de temps en temps à m'orienter parce que il y a des problématiques potentiellement sur les finances perso, problématiques de couple, problématiques de parents, mais du coup après chaque fois ça supprime des gens qui sont pas concernés, tu vois. Mais voilà, je me régale à faire ça. Si vous avez des idées, des questions que vous vous posez, des choses que j'ai pas assez approfondies dans certains épisodes et qu'on pourrait donner lieu à un épisode, vous pouvez nous écrire. Je m'en fous, c'est pas moi qui lis. Non, c'est pas vrai, je les lis, je les vois tous passer, mais c'est Laura, Anouk, qu'on embrasse. Anouk que j'ai flingué tout à l'heure à cause de son café. Anouk, je t'embrasse. Je te remercie. Il était pas très bon ton café, mais de toute façon, ça tombe bien, t'es pas payé pour faire du café ici. Donc voilà, une petite dédicace pour cet épisode. Salut tout le monde. Salut Jean-Michel. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast.
Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.